So, thank you so much Merci for joining us beaucoup for this session de nous on rejoindre food lors de cette security. session I'm sur Augustin Grosjean, I'm working at la the Paris Peace sécurité Forum. I'm in alimentaire charge of an au initiative that is called Paris, Atlas, au that Forum de deals Paris with pour la paix. Et unlocking the potential of je suis African Khalid agriculture. Arani. You may Je wonder travaille why the avec Paris Paris Peace Atlas. Forum deals with Vous African vous demandez agriculture. peut-être Actually, the pourquoi Paris Peace Forum parle-t-on de works l'agriculture on en global Afrique governance au gaps. Forum de Paris pour la And paix. what Et c'est we parce que nous observed parlons was d'écart de that gouvernance to et unlock nous the avons majority vu of que our pour SDG débloquer gaps, la majorité African de agriculture nos was écarts en key. matière It d'ODD, was a l'agriculture huge challenge, est but also essentielle. C'est a un huge grand défi, opportunity for mais all c'est of us. aussi And une we needed occasion to à put saisir. African agriculture on the Il top of faut our global que agendas. So this is the nous reason why, parlions 2 de years l'agriculture ago, en at Afrique. the Paris Peace Forum Et c'est pour ça 2023, qu'il y a with 2 ans, many of you au Forum de Paris pour la paix 2023, and beaucoup maybe d'entre you vous will étaient remember présents. that, Vous we vous en launched souvenez an peut-être. initiative Nous avons lancé une named initiative with qui a call s'appelle to action at the Atlas, time, avec un appel à l'action à l'époque, avec une coalition multi-parties prenantes et maintenant plus de 50 organisations telles que la Banque mondiale, l'IFSA, l'IFC, le CGIR, beaucoup d'entreprises comme le groupe OCB ou dans la recherche les universités, le CGIR entre autres. L'idée c'était de débloquer l'immense potentiel de l'agriculture africaine pour l'Afrique et pour le monde entier. C'est le meilleur investissement possible pour les ODD. Beaucoup d'entre vous savent que malgré l'immense potentiel, il y a seulement moins de 5% de nos ressources collectives qui sont dévouées à l'agriculture en Afrique. En fait, le dollar qui est investi dans l'agriculture en Afrique, c'est le meilleur dollar qu'on puisse investir pour atteindre les ODD. Nous savons qu'il y a de moins en moins de financement public, qu'il va falloir débloquer des investissements du secteur privé. C'est une bonne chose pour l'Afrique, le monde et pour les investisseurs du secteur privé également. Nous savons que nous entrons dans une nouvelle ère de financement, de développement, qu'il faut prioriser l'agriculture en Afrique. C'est pour ça que nous avons créé Atlas, pour créer plus de confiance entre les partenaires, créer des partenariats grâce au plaidoyer pour mettre l'agriculture africaine sur les plus hauts niveaux des forats internationaux, de parler aux organisations internationales, aux banques mondiales et aux dialogues de politique et d'investissement. La plateforme Atlas a atteint plus de 30 dialogues en matière de politique, mais de networking également. Nous avons un baromètre qui suit tous les flux financiers allant vers l'agriculture africaine. Les 50 membres de cette coalition et les centaines de membres qui travaillent avec nous demandent à doubler l'investissement envers l'agriculture africaine d'ici à 2030. Nous pensons que c'est réaliste. Ce sera difficile, mais en créant plus de confiance, nous pouvons le faire. Comme je l'ai dit, nous avons développé ce baromètre de confiance qui cherche à suivre tous les flux de secteurs privés, publics et de philanthropes en utilisant toutes les données de FAO, de l'OCDE, entre autres, pour qu'il y ait la transparence nécessaire afin que les décideurs politiques puissent prendre les bonnes décisions. Je vais passer la parole à Khalid Arani de BCG qui sera modérateur de ces discussions. Mais ce que j'aimerais dire, c'est si votre organisation n'a pas encore rejoint l'Atlas, il est encore temps. Venez nous parler et on peut voir ensemble comment Atlas, en tant que plateforme, peut vous permettre de créer des connexions et amplifier ce qu'il existe déjà, donner en quelque sorte un GPS pour réussir à naviguer le labyrinthe de l'agriculture en Afrique. Donc ce panel parlera de la sécurité alimentaire dans le monde, puisque le continent africain est impacté par cette époque troublée en matière de sécurité alimentaire.
avec cette idée que l'Afrique, il y a un défi, mais il y a aussi une occasion à saisir. Qu'il faut comprendre ce qui se passe. Donc, merci de nous avoir rejoints et je vous souhaite un bon débat. Merci beaucoup. Merci Augustin pour votre introduction et de parler de cette initiative Atlas. Nous avons un panel excellent aujourd'hui. Avant d'introduire ce panel, j'aimerais dire deux choses qui sont importantes à comprendre. Premièrement, nous cherchons à explorer le fait que la sécurité alimentaire n'est pas seulement le fait de produire plus de denrées alimentaires. Il faut créer des systèmes qui peuvent surmonter des chocs et autonomiser les peuples. Donc l'Afrique illustre cette tension assez bien, puisque c'est un continent qui possède un potentiel agricole massif, mais qui importe plus de 100 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année. Il y a beaucoup à faire et ce panel en parlera, la manière dont les politiques en matière d'échange peuvent amplifier ou atténuer des vulnérabilités, les manières de sécuriser les intrants critiques tels que les engrais et les équilibres à trouver entre les libres marchés et la souveraineté nationale. C'est un honneur pour moi d'avoir un panel si distingué. À ma gauche, il y a le Dr Isman Elouafi, directeur exécutif du CGIAR. Ensuite, Alice Albright, l'ancienne PDG de Millennium Challenge Corporation. Aja Alafifi, le PDG d'OCP Africa. Et Pascal Lamy, qui bien sûr n'a besoin de nulle introduction. Donc, voyons voir. Je vais commencer par vous, Ismaël. Donc, votre organisation innove. Innove sur la productivité agricole partout dans le monde. Donc, aidez-nous à avoir un peu de contexte. Selon vous, à quoi ressemble le marché agricole mondial malgré les défis auxquels nous faisons face? Quelles sont les vulnérabilités les plus critiques? Des impacts climatiques, de la volatilité des marchés, de la dépendance aux intrants, des lacunes dans la recherche. Comment ces fragilités affectent-elles à la fois les régions développées et en développement? Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi d'être présente ici aujourd'hui. Bon, là, ce matin, nous parlions de World Food Price. Et puis, on a une session qui s'appelle Peace on the Plate, c'est-à-dire la paix dans l'assiette. En fait, la sécurité alimentaire, ce n'est pas qu'une question de nourrir les gens, c'est une question de stabilité. Quand on n'a pas de sécurité alimentaire, on n'a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de développement non plus. Donc tout est lié. Mondialement, le système agroalimentaire est très fragile. Pour les vulnérabilités, premièrement, il y a le conflit, ensuite le climat, et troisième, les perturbations géopolitiques. Cela perturbe les marchés. Il y a une belle étude qui a été faite par l'Institut de recherche sur l'alimentation et les politiques d'alimentation, qui a montré qu'entre 1990 et 2020, nous avons eu des effets très différents que nous verrons entre 2020 et 2050. Selon cette étude, les pays qui ont pu produire plus de denrées alimentaires avec moins d'intrants ou produire plus de calories, c'était grâce à l'innovation dans les pays très développés à haut revenu. Et la productivité dans les pays à faible revenu, en fait, était basée sur le défrichage agricole. Donc, ce qu'il faut faire, c'est permettre aux pays à faible revenu de produire de la manière dont les pays à haut revenu ont réussi à produire ces dernières décennies. Donc c'est là où le CGIAR peut nous aider et les innovations peuvent nous aider. Ce n'est pas seulement dans le secteur public, c'est aussi dans le secteur privé. Quand on regarde les investissements dans la science agricole et la technologie,
On voit qu'il y a 130 milliards de dollars par année. Mais la moitié de cet argent est en Asie, pas en Europe ou en Amérique du Nord. On voit que la Chine investit 25 milliards de dollars par an dans la science agricole. Ensuite, on a les États-Unis avec 13 milliards. Donc il y a un grand changement. Alors, il y a 3 décennies, le monde n'était pas du tout le même. Donc on voit qu'on a besoin de plus d'innovation, surtout dans un continent comme l'Afrique, où il y a encore beaucoup de terres arables qui ne sont pas en utilisation, où il y a très peu d'irrigation, très peu de mécanisation. Et avec un peu d'investissement, on pourrait produire 7 fois ou même 10 fois plus. En Afrique, on a aussi une population très jeune. Cette population a besoin d'espoir plus qu'autre chose. Même avant la stabilité, ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de travail. Et quand on regarde le système en entier, là, on a 3 milliards de personnes qui travaillent dans ces secteurs. Donc en fait, c'est dans ces secteurs qu'on peut employer les jeunes, surtout quand on considère le traitement, les traitements industriels. Donc ici, il y a un potentiel énorme. Donc, sur le continent africain, on peut avoir un triple bonus. C'est bon pour les investisseurs, c'est bon pour les consommateurs et c'est bon pour les producteurs. C'est bon pour les consommateurs car en Afrique, parfois les produits sont plus chers que partout dans le monde alors qu'on a les populations les plus pauvres du monde. Donc c'est très important de réussir à avoir ce système gagnant-gagnant-gagnant. Il faut investir dans la science et la technologie. On ne peut pas produire comme on produit actuellement en Afrique, mais il faut investir dans des technologies pour produire à grande échelle. Merci beaucoup, j'aime beaucoup vos suggestions. Quand vous parlez de la paix dans l'assiette, ça c'est une belle phrase pour nous illustrer les défis auxquels nous faisons face. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Hajar, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire bravo pour le début de votre mandat en tant que PDG à OCP Africa. Rebondir sur ce qu'a dit Ismaël. On a entendu que l'Afrique importe la majorité de ses engrais, que la productivité doit augmenter. Comme a dit Ismaël, il faut que les pays à faible revenu puissent produire comme les pays à haut revenu. Et votre organisation joue un rôle critique dans ce sens. On pourrait dire que certains des défis auxquels font face les petits exploitants agricoles, c'est qu'ils n'ont pas assez d'accès aux chaînes d'approvisionnement ou à certains intrants. Donc, vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui rend ces chaînes d'approvisionnement si fragiles et comment atteindre les objectifs donnés par Ismaël? Merci beaucoup. Je suis ravi de faire partie de ce panel. Je m'appelle Hajar Ali Fefi. En effet, je suis PDG de OCP Africa depuis pas longtemps, mais je travaille déjà très dur. Nous savons que l'alimentation, c'est la vie, donc c'est essentiel. J'aimerais vous parler du contexte africain notamment. Actuellement, l'Afrique n'utilise que 22 kilos par hectare d'engrais. La moyenne dans le monde, c'est 114 kilos d'engrais par hectare. Ça, c'est pour avoir un bon rendement. Si on garde le statu quo, il nous faut 114 ans en Afrique pour atteindre la moyenne mondiale de sécurité alimentaire. Donc là, on est dans une course contre la montre et il faut tous travailler de concert.
Vous avez bien parlé des chaînes d'approvisionnement. C'est l'un des éléments. Il faut aussi du financement et des partenariats. Et nous devons travailler sur tous ces éléments. J'aimerais parler des chaînes d'approvisionnement notamment. De bout à bout, il nous faut des chaînes d'approvisionnement plus fortes. Donc parlons d'ECP par exemple. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire partie de cette transformation agricole, de passer de ces 22 kilos à 114 kilos par hectare. Mais ce que nous faisons, c'est que nous travaillons directement en Afrique. Je suis africaine, nous avons 12 filières en Afrique et nous produisons également. Nous avons des unités qui nous permettent de raccourcir ces chaînes d'approvisionnement et pour qu'elles soient plus courtes et plus rapides. Donc nous allons jusqu'au bout de la logistique pour être sur la ligne de front. Nous investissons dans la logistique, comme j'ai dit, dans les entrepôts pour améliorer les chaînes d'approvisionnement, car il faut être à temps, car en fait l'agriculture c'est saisonnier, bien sûr, ça dépend des saisons. Nous avons beaucoup de collègues ici présents qui nous proviennent du UNCXP. Nous savons que c'est une organisation qui est essentielle pour le développement en agronomie, puisque pour avoir des chaînes d'approvisionnement résilientes, bien sûr, il faut que les produits eux-mêmes soient de bonne qualité. Donc nous avons 100 hectares de terrain. Nous avons analysé 55 millions d'hectares afin de comprendre comment nos chaînes d'approvisionnement peuvent être améliorées pour que les bons produits puissent parvenir aux bonnes personnes, c'est-à-dire les exploitants agricoles. Puis Ismaël a aussi parlé de la mécanisation. Il y a 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Imaginez la création d'emplois qui pourrait résulter d'une électrification. Ensuite, la chaîne d'approvisionnement, on parle aussi de capture de la demande. Et c'est les exploitants qui nous donnent cette demande, car on ne parle pas assez à ces exploitants agricoles, car c'est eux qui nous nourrissent finalement. Donc, au CP, on essaie de repenser cette distribution. On essaie d'aller vers les exploitants pour nous assurer que nos engrais soient bien utilisés. Nous avons réussi à atteindre 4 millions d'exploitants. Nos objectifs sont bien plus larges. Nous pouvons comme ça donner un prix aux exploitants qui est plus faible, sans inflation. Et puis en plus, comme ça, on peut donner les bonnes solutions adaptées à ces exploitants agricoles. Donc, je vais m'arrêter là, puisque je sais que je pourrais continuer pendant très longtemps sur ces chaînes d'approvisionnement. Et c'est les panels comme celui-ci qui peuvent vraiment aider à faire avancer les choses. Donc, merci. Donc, maintenant, je vais aller à une autre échelle. Je vais passer la parole à Pascal. Alors, on voit qu'à grande échelle, il y a moins de coopération internationale. On a vu des interdictions d'exportation pendant les crises, moins et des accords bilatéraux. Donc, on est dans une course contre la montre. Est-ce que le système d'échange mondial est-il bien équipé pour lutter contre ces crises, ou est-ce que nous n'avons pas assez de règles? Est-ce que vous voyez des faiblesses fondamentales dans l'architecture des échanges au niveau mondial? L'Atlas Initiative est à horizon 2030, donc c'est à moyen terme. Nous cherchons à trouver le bon cadre politique pour atteindre les objectifs fondamentaux stratégiques de cette initiative Atlas. La question dont vous parlez, c'est une question plutôt à court terme. Au-delà des enjeux structurels en Afrique qu'il faut résoudre,
pour que l'Afrique soit autosuffisante, mais aussi pour qu'elle puisse exploiter son grand potentiel à l'exportation. Il faut bien sûr surmonter la situation actuelle, caractérisée par des perturbations, des instabilités. Et nous savons que c'est une mauvaise chose, c'est néfaste pour les exploitants, les consommateurs également. Bon, entre les exploitants et les consommateurs, il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire de l'argent. Mais j'aimerais mettre en emphase deux éléments liés aux échanges. Je pense qu'à court terme, on peut avoir des améliorations. Premièrement, si, et c'est ma recommandation, le continent africain qui négocie actuellement une zone de libre-échange africaine, si ce continent donc donne la priorité aux échanges. Et bien sûr, il faut parler des télécoms, des voitures et d'autres obstacles aux échanges qui sont encore présents en Afrique à cause de fragmentation coloniale. Mais intégrer la production africaine à travers les échanges intra-africains, cela permettrait beaucoup de progrès à l'avenir et ce serait un signal donné au monde entier et pour l'Afrique également, pour les investisseurs que nous cherchons à attirer. C'est un signal qui dirait que les gouvernements africains ont décidé d'aller vers les échanges et de prioriser les échanges au-dessus des autres enjeux plus complexes. Donc, deuxièmement, et cela ne surprendra personne, ça a à voir avec l'OMC, je suggère que le groupe africain au sein de l'OMC, et l'OMC ne peut rien faire sans le soutien du groupe africain, que c'est un groupe très puissant avec 54 pays. Je suggère donc que le groupe africain exige plus de discussions sur les restrictions à l'exportation. Les restrictions à l'exportation sont le diable des échanges internationaux. Au sein de l'OMC, il y a beaucoup de disciplines et beaucoup d'échanges, mais il n'y en a pas assez sur les restrictions à l'exportation. Et ça, c'est car il y a beaucoup de crises alimentaires très sensibles au sein de différents pays et les gouvernements, souvent, ont peut-être tendance, afin de contrôler les prix domestiques, si les prix à l'extérieur sont plus élevés, donc de restreindre l'exportation ou l'importation. Mais pour l'Afrique, c'est la pire chose possible, car c'est l'endroit sur Terre. Certains pays africains sont les endroits où les restrictions d'exportation ont les pires effets. Et on voit que certains pays africains sont les plus touchés par ces exportations actuellement. Donc, il faut que l'OMC en parle. Et ce n'est pas que nous, que pas les entreprises, la société, mais que les gouvernements africains en parlent également. Thanks, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Just to share, we did some analysis. Donc, je voulais vous dire, on a fait quelques analyses sur les échanges intra-africains, sur les produits alimentaires. Prenons l'exemple du thé. Presque tout le thé en Afrique de l'Est passe par Mombasa, mais pour qu'il passe à Lagos et en Niger, il doit passer par Londres, ensuite mélangé en Europe et puis repasse par Nigeria. Alors, en fait, il n'y a pas assez de liens commerciaux entre différents pays africains. Il n'y a pas de réseau ferroviaire ou routier assez bien développé. Et souvent, on a des redondances d'infrastructures. On a 3 aéroports internationaux autour
autour des chutes au Nigeria. Donc, cette souveraineté est importante, mais nous devons en parler. Maintenant, je passe la parole à Alice. Vous étiez PDG au Millennium Challenge Corporation. Vous avez travaillé avec plus de 50 pays, ou même plus, vous nous direz, mais vous voyez souvent les mêmes défis ou les mêmes obstacles au sein des pays partenaires avec lesquels vous travaillez. Et vous avez certains compacts réussir et certains d'autres échouer. Donc, quels obstacles avez-vous vus qui sont souvent les plus présents et comment les surmonter? Merci. Merci beaucoup pour cette question et j'aimerais féliciter tout le monde au sein du Forum de Paris pour la paix et d'Atlas d'organiser un événement si merveilleux. Au cours de l'histoire de MCC, c'est-à-dire au début de 2004, créé par le président Bush, nous avons investi énormément dans l'agriculture. Nous avons surtout investi dans l'agriculture. Nous commençons par travailler avec les pays de concert avec les pays en leur demandant quelles sont vos contraintes principales pour la croissance économique. Et souvent, c'est les pays qui ont décidé que l'agriculture était la contrainte principale. Donc nous travaillons sur ça. Et il y a souvent des points communs. Premièrement, il faut travailler avec ces pays en tant que partenaires et il faut que ce pays veuille investir dans l'agriculture. Donc ce n'est pas une agence du gouvernement américain qui dit à un pays où investir. Ça, c'est très important. Il faut utiliser beaucoup de données et d'efforts conjoints avec ces pays. Et puis, cela aussi à voir avec la manière dont ces programmes sont mis en œuvre. Ces programmes sont mis en œuvre avec des entités au sein de ces pays mêmes, organisées par ces pays. Et il y a seulement 2 Américains qui viennent de notre QG. Donc en fait, c'est surtout les gens au niveau local qui travaillent là-dessus. Et en termes d'agriculture, ce qui distingue l'approche du MCC, c'est l'approche holistique, c'est-à-dire que nous ne faisons pas que construire des routes dans les zones rurales ou regarder les rendements par hectare ou les enjeux financiers qui empêchent les petits exploitants d'exploiter, d'augmenter leur production. Entre autres, en fait, il faut tout prendre en compte. Les compacts qui ont vraiment été réussis ont tout pris en compte en se rendant compte que les titres étaient problématiques pour les petits exploitants ou le fait qu'il n'y a pas assez d'infrastructures ou que la finance ne soit pas mise à disposition pour des raisons très compliquées que bien sûr vous en avez entendu parler, donc qui ne permet pas aux petits exploitants d'avoir l'accès dont ils ont besoin aux chaînes d'approvisionnement. Donc quand le MCC a travaillé sur tous ces enjeux conjointement, il y a eu des grandes réussites. Et nous avons financé tous nos programmes grâce à des subventions. En fait, nous ne faisons pas nous ne donnons pas de prêts. Donc, nous n'endettons pas ces pays. Donc, quand tous ces enjeux, d'ailleurs, j'en ai oublié un, voici un autre enjeu, c'est qu'il y a des choix politiques qui sont faits par ces pays, souvent, qui mènent à des distorsions de marché. Vous parlez de compact, donc en tant que, au sein de notre approche compact, nous essayons d'identifier quels aspects politiques étaient menés à plus de distorsions de marché. Et là, les pays se sont mis d'accord pour dire, d'accord, nous travaillerons là-dessus. Donc, quand on s'est mis d'accord, on a réussi à donner des centaines de millions de dollars et cela a été une grande réussite. Merci beaucoup, Alice. C'est très intéressant à entendre cette histoire d'intégration. L'intégration, que ce soit la propriété foncière, la finance, la politique et cette approche
Isman, je vais venir vers vous avec cette question en tenant compte de ça. Et d'une part, peut-être que ce n'est pas d'une part et d'autre part, mais bon, tout d'abord, il y a la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire d'un pays, une nation. Et ensuite, il y a également les objectifs de croissance économique, de développement économique. Quand on réfléchit à cela, comment est-ce que vous voyez les pays africains équilibrer ces deux notions? Est-ce qu'il faut trouver un équilibre ou est-ce simplement naturel? Et puis, quelles sont les mesures, les politiques qui permettent de construire des systèmes alimentaires plus résilients? Eh bien, Kate, tout d'abord, je ne pense pas que cela soit en opposition. Quand on pense à la souveraineté alimentaire au niveau d'un pays, c'est absolument fou. Personne ne peut avoir de souveraineté alimentaire, même pas le pays, un gros producteur alimentaire comme les États-Unis ou le Canada. Mais quand on regarde ça au niveau d'un continent, eh bien là, cela a du sens. En particulier, un continent comme l'Afrique. Comme vous l'avez dit, 70 milliards de dollars, ce sont les importations. Et il y a des pays qui importent presque 100% de leur blé ou de leur riz, qui est vraiment fondamental. Et à ce niveau-là, ça peut monter à 100 milliards de dollars. Et on revient à ce que disait Pascal. Ce qui est important, c'est d'avoir les mécanismes de commerce. La convention de libre-échange africaine est essentielle. Si on n'a pas une telle convention, on ne pourra pas avoir cette souveraineté alimentaire. J'ai beaucoup aimé votre exemple aussi, Alice. Quand on a échoué à aider l'Afrique de différentes façons parce que cela n'a pas été fait par l'Afrique. Il n'y avait pas d'institutions africaines ou de secteur africain, secteur privé africain. Et aucun gouvernement africain non plus qui s'appropriait les solutions. Les partenariats, ça doit venir du terrain. Donc, chez CGIAR, nous avons plus de 60 pays africains. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est de plus en plus intégrés dans les systèmes nationaux. Nous avons beaucoup d'essais qui sont réalisés aussi bien sur des cultures ou d'élevage qui sont menés dans les pays. Donc la souveraineté alimentaire au niveau continental est possible si on a les bonnes politiques les bons investissements. Et c'est ça qui compte. L'investissement dans l'infrastructure est très important. Et je pense que la conception doit partir, comme vous le disiez, trois aéroports d'un côté et aucun de l'autre côté. Effectivement, c'est un problème. Donc, il y a vraiment un gros investissement à faire dans l'infrastructure pour s'assurer que le commerce d'est en ouest, du centre vers les côtés, qu'on ait bien tous les passages, tous les corridors. Tout cela doit s'appuyer sur la science. On a parlé de la cartographie des sols. C'est très important. Si on regarde le climat, les sols, là encore, l'exemple aux États-Unis, c'est que les agriculteurs ont des informations. Ils savent quand il va pleuvoir, quel type de sol ils ont et qu'est-ce qui se développe bien. Si on avait la même chose en Afrique, regardez le Brésil où il y a l'Embrapa qui a fait passer le Brésil d'un pays importateur à un gros pays exportateur en trois décennies, 30-40 ans. J'espère que vous serez là, où vous allez pouvoir voir leur démonstration, voir comment ils ont fait cette transition et en utilisant les technologies qui guident les agriculteurs pour qu'ils produisent ce qu'ils ont besoin de produire et de la meilleure façon possible. Je pense que c'est vraiment le partenariat, l'investissement, mais avant tout, c'est aussi une volonté politique de travailler ensemble et de mettre en œuvre les bonnes politiques, les bonnes réglementations et les bons investissements avec une perspective plus régionale, plus continentale. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme perspective. Et le fait d'envisager le continent dans son ensemble, c'est essentiel. Et on voit beaucoup de choses au-delà de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Et oui, les toutes dernières nouvelles, c'est que la Banque
Banque mondiale a lancé un nouveau programme qui s'appelle AgriConnect il y a 2 semaines seulement. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Banque africaine de développement, avec C.D. Walter, son nouveau président, est intéressée et prend en compte le continent dans son ensemble. Et c'est exactement de cela que parlait Alice. C'est une perspective intégrée. On regarde le marché, les infrastructures, la politique. C'est un ensemble. Je voudrais revenir vers you, Hajar. Et un des éléments, c'est un petit peu le sujet qu'on évite depuis le début, c'est que la sécurité alimentaire est importante d'un point de vue géopolitique. Et un des apports, ce sont les engrais. Et vous êtes pionnier dans l'utilisation des engrais en Afrique. Quelles sont les innovations, des intrants qui peuvent réduire la volatilité des marchés mondiaux en Afrique? Merci. Merci beaucoup. Je vais vous faire revenir à une petite statistique. On parle beaucoup des objectifs de développement durable depuis de nombreuses années. Et factuellement, on a prouvé que 50% des ODD seront atteints si l'Afrique réussit à mettre fin à la famine et donc à devenir importateur plutôt qu'exportateur et avoir cette souveraineté alimentaire. C'est vraiment la plateforme Atlas qui a été créée par le Forum de Paris sur la paix et de nombreux partenaires avec BCG, IFC, bien sûr de nombreux autres, OCP également. Et là, je me dis, si on doit atteindre ces 50%, je pense qu'il y a 2 choses qui ont besoin de changer. Tout d'abord, notre état d'esprit, parce qu'on a tendance à voir l'Afrique comme un problème à régler, comme une limite, alors que l'Afrique a tellement à offrir. Quand allons-nous changer cette vision et penser plutôt au potentiel incroyable de l'Afrique? Bien sûr, il y a des défis, il y a des challenges, comme dans n'importe quel autre pays. Et il y en a beaucoup dont on entend parler au quotidien. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'état d'esprit, l'approche. Et puis, en deuxième lieu, les façons de travailler. On a besoin de façon novatrice de réfléchir. Dans la cartographie que nous avons faite, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de sols que d'humains. Donc, les sols sont uniques. On ne peut pas leur apporter une solution unique avec un engrais. Il faut une solution sur mesure, adaptée. Ce que nous appelons vraiment la bonne solution pour le bon lieu et dans la bonne quantité. Et quand on fait ça, eh bien, on réduit l'aspect financier parce qu'au lieu d'avoir une matière première, on achète beaucoup de produits chimiques alors qu'on n'en a pas besoin, on réduit la facture. Donc, quand on a une solution sur mesure. Ensuite, on améliore le rendement. Nous avons des données qui montrent une augmentation de 40% des récoltes de cacao, de toutes sortes d'autres cultures. Donc d'abord, on préserve son sol, mais ensuite, avec cela, on réduit également les émissions de gaz à effet de serre et on améliore la culture. Donc c'est vraiment un gain. Donc d'abord, on gagne sur la facture. Ensuite, on gagne pour la nature parce qu'il y a une protection des sols. Ensuite, on améliore le rendement et ensuite, on protège l'environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des innovations chez nous. Je crois qu'Alison a également évoqué l'importance du partenariat. Nous nous voyons également comme étant responsables dans ce domaine. Nous avons créé ce que j'appellerais des initiatives. Il y a BEDRA et MAVA. Ce sont des initiatives qui travaillent avec des startups. Nous finançons, nous apportons de la recherche, nous cherchons à les aider à atteindre cette augmentation des rendements partout où nous le pouvons, en fonction du besoin
qu'elles ont. Ça, c'est une première chose. Vous avez évoqué AgriConnect. Je suis convaincue que cela peut changer la donne. Alison en a parlé aussi. J'aimerais poursuivre cette conversation sur la plateforme AgriConnect parce que je crois vraiment que c'est quelque chose qui peut éviter cette compartimentation. Le secteur privé est prévu. Je suis convaincue que la régulation et les gouvernements africains sont prêts. Tout le monde voit les opportunités. Nous avons simplement besoin de ce système fédérateur pour donner tout son potentiel à l'Afrique. Quand au Forum de Paris sur la paix, vous parlez de coalition pour la planète, AgriConnect fait partie de ces opportunités, de ces intérêts. Je pense, Alice, qu'il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir avec vous. Le monde a connu un choc cette année avec l'aide internationale. On a vu une énorme réduction de l'aide internationale, en particulier des États-Unis, mais un certain nombre d'autres pays ont également réduit leur aide internationale. Et dans ce contexte de diminution de subventions et de financement, et ces contraintes de financement, que pensez-vous du passage de projets pilotes à des actions à plus grande échelle? Je vais parler du secteur agricole parce qu'il a une caractéristique qui va vraiment aider et qui peut rendre les choses rentables. Je pense qu'à l'avenir, avec l'aide internationale qui reste, il va falloir être très précis sur la destination de ce financement et les secteurs qui peuvent être financés d'autres façons. Et l'agriculture, puisqu'elle peut devenir rentable, je mettrai dans cette autre catégorie. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'arrivée de financement, en particulier vers les petits exploitants. Les projets sur lesquels je travaille actuellement avec la Banque africaine de développement, ce sont des prêts pour les petits exploitants agricoles. Et en fait, il faut créer une sorte de rampe de lancement pour que le financement privé puisse s'occuper de financer non seulement dans leur propre pays, mais également à l'exportation. Les intérêts à l'exportation et les intérêts domestiques ne sont pas nécessairement en conflit les uns avec les autres. Pour répondre à votre question sur ce qui se passe avec un monde avec une diminution d'aide internationale, c'est qu'il va falloir faire plus attention à qui nous destinons ces aides et puis voir comment nous pouvons encourager le financement privé et en particulier le financement privé intérieur, domestique. Je vois Fiona qui est là-bas et donc je pense qu'en fait il faut qu'on parle de Pula, une réorganisation qui permettrait au marché financier d'aider dans le cadre des fluctuations importantes du marché des matières premières. Nous sommes arrivés à une certaine zone d'innovation dans la finance et il faut être beaucoup plus ambitieux dans ces innovations dans le domaine de la finance. Je sais que ça ne va pas être facile dans l'agriculture, mais l'agriculture peut être financée en tant qu'entreprise pour l'avenir. Alors, il nous reste 2 minutes, donc je vais vous poser la dernière question, Pascal. Une question, vous savez, nous avons parlé de où nous en sommes dans ce déplacement dans le domaine de la finance, rentabilité dans ce secteur. Comment est-ce qu'on équilibre des marchés ouverts, la souveraineté alimentaire? On a parlé de souveraineté continentale. Est-ce qu'il faut réfléchir à de nouveaux mécanismes, de nouvelles règles sur l'agriculture, le commerce de l'agriculture? Quelles considérations politiques pouvons-nous avoir ici?
Je suis pleinement d'accord pour dire que les marchés ouverts et profonds sont essentiels à la sécurité alimentaire. C'est ainsi qu'on peut s'assurer de ne pas avoir de perturbations soudaines avec un effondrement des prix ou des augmentations significatives. C'est la meilleure chose pour avoir une stabilité des prix dans un domaine qui est très important pour quasiment toute la population. En second lieu, pendant longtemps, à mon époque à l'OMC, donc au Moyen-Âge, on parlait de subventions. Le Nord était subventionné et cela créait une concurrence déloyale. C'est désormais terminé. La raison en est que, entre-temps, la Chine et l'Inde sont venus de beaucoup plus gros pourvoyeurs de subventions que l'Union européenne ou même les États-Unis. Il peut y avoir parfois de bonnes raisons de subventionner l'agriculture, mais laissons cela de côté. Il faut maintenant qu'on se concentre sur l'ouverture des marchés et sur, je suis désolée de me répéter, parce qu'on n'a plus le temps, mais sur la faiblesse de la réglementation du commerce des produits alimentaires dans l'OMC. Nous avons besoin d'une discipline plus forte sur ces restrictions afin de ne pas avoir de variations trop importantes de prix. Merci beaucoup. Merci à chacun et chacune d'entre vous. J'étais très heureux de modérer ce panel avec chacun et chacune d'entre vous. Encore une fois, intéressez-vous à l'initiative Atlas et n'hésitez pas à la rejoindre. Elle attend de nouveaux membres. Merci beaucoup.